Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission L'invité de la semaine. Notre invité, vous le connaissez. Alors, je ne vais pas trop insister sur sa présentation, vous allez le voir vous-même. Ce que je peux vous dire, c'est que je voulais le présenter comme étant un citoyen actif et il m'a corrigé, un économiste. Mahmoud Aziar, bonsoir. Bonsoir, Alicia Soudine. Voilà, je disais donc que Mahmoud Aziar, économiste. Quand j'ai posé la question, on me disait ah oui, c'est l'ancien de la CIM, etc. Nous y reviendrons. J'aurais aimé d'abord connaître votre trajectoire, votre jeunesse. Vous avez vécu beaucoup plus à Mayotte ou à l'étranger ou ailleurs? Maintenant, quand je fais le calcul, Mhm. il me semble qu'un nombre d'années, peut-être que allez, j'ai vécu 27 ans à l'extérieur. Oui, oui, j'ai vécu plus à Mayotte maintenant. Mais si on compte l'âge adulte, effectivement, j'ai vécu beaucoup plus à l'extérieur qu'à Mayotte. Vous avez fait vos études à Mayotte? Moi, je suis né à Dzaoudzi, à Mhm. l'hôpital de Dzaoudzi. Et j'ai grandi à Mtsapéré, donc j'ai fait mes études à l'école primaire de Mtsapéré et Cavani. Et puis le collège et une petite partie du lycée à Dzaoudzi et la terminale à La Réunion. Et puis, vous êtes parti. Alors, quand j'ai étudié un peu la trajectoire, je me suis dit, Mahmoud Azzar et Demsa Péré, alors forcément, je me suis dit, il jouait à quel poste? Est-ce que vous avez été footballeur à FCM ou les deux autres équipes d'avant? Ah, c'est marrant parce que le football est une institution de Mtsapéré. Et ça fait longtemps qu'on dit il faut qu'on écrive l'histoire du football en Mtsapéré parce que c'est une institution en Mtsapéré. Et finalement, ça jaillit sur Mayotte. Parce que je dis toujours que si le meilleur essaie de monter plus haut, alors les autres vont suivre. Si le meilleur il descend, les autres descendent aussi. Donc l'idée de faire en sorte que le football en Mtsapéré arrive à un haut niveau, c'était une bonne idée parce que Mayotte va suivre. Alors l'histoire du FCM, c'est tout simple. Au départ, à Mtsapéré, il y avait une équipe qui s'appelait Kuka Sport. Coca Sport. C'était Kuka, je crois. Ah, je croyais Coca Non, Sport, non, j'allais non, dire, non. déjà Non, vous c'est étiez pas Kuka. sponsorisé par les Non, États-Unis. non, Non. non. Oui. C'était Kuka Sport. Mhm. Et moi, tout petit, alors 7, 8 ans, etc., j'allais regarder les matchs de Kuka. J'aimais beaucoup le football. Je jouais quand la mer se retirait. Parfois, quand la mer remontait, j'étais là, j'attendais que la mer se retire à nouveau pour descendre, etc. J'aimais beaucoup le football. Et j'allais voir les matchs de Kuka Sport. Et à un moment donné, il y avait Moutioudine Yaya qui jouait à Papillon. Alors, il y avait Swahili Baïdja qui jouait à Sada. Je pense qu'il y avait aussi un Subra, je ne sais pas si c'est le père de Faïz, qui devait jouer ici. C'était les stars du football ici, ce qui jouaient à Papillon, etc. Et quand il y avait un match. Papillon à Moroni. Papillon bleu à Moroni. Et quand il y avait un match, par exemple, entre Kuka Sport et Sada, alors c'était le duel entre Moutioudine de Mtsapéré et Swahili Baïdja. Et nous, on était là, on allait regarder, etc. Et autour de 14-15 ans, je ne sais plus exactement à quel âge, je me souviens, Saïd Hussein Abdoulakib et moi, on allait jouer avec les grands. Parce que le terrain, il y avait des épines sur le terrain, il fallait absolument avoir des chaussures. Les autres ne pouvaient pas, mais nous, on avait des chaussures à crampons, les fameux magodas. Et à 14-15 ans, nous deux, on allait jouer avec les grands, on faisait les entraînements, mais on ne jouait pas à Kuka Sport. Et puis un jour, je me souviens, mais ça, c'est si on refait l'histoire à Mtsapéré, on se le dira. Il me semble que c'est Moutioudine qui nous a dit j'aimerais bien que la relève se prépare maintenant et je vous propose de créer une équipe qui s'appellerait Espoir. J'aimerais bien qu'il s'appelle Espoir. Et on a créé cette équipe, parce qu'à l'époque, on avait des petites équipes de village. Alors, c'est Doucène, moi et d'autres, on avait des équipes. À Mbalamanga, lui, il habitait de l'autre côté du pont, mais on avait notre équipe. Alors, à Mtsangane, il y avait Kassaï Madi, Ali Aman, etc. Il y avait des gens comme ça. On avait nos équipes. Mais quand il a fallu faire une équipe, c'est lui qui était allé en premier chercher tout le monde. Et on a fait ces équipes. Alors, dans ces équipes, d'emblée, il y avait les stars. C'est Hussein Abdoulakib, il y a Kassaï Madi, il y a Ali Aman, il y a Marouf, etc. Des stars. À tel point que moi qui avais contribué à faire l'équipe, je n'étais pas une star, bien que j'aimais beaucoup le football, bien que je jouais avec les grands parce que j'avais mes chaussures. C'est vrai que rapidement, je n'ai pas eu ma place et je me suis d'une certaine façon retiré. Et une autre personne qui était Ismaël Gorodji s'est retiré aussi. Il est venu me voir en me disant, on fait une équipe, juste pour lui montrer, mais on va faire notre équipe à nous. L'équipe des remplaçants. Oui, voilà, mais on fait notre équipe à nous. Je dis, t'es sûr? Oui, oui, oui. Mais moi, je vais chercher des joueurs.
Alors c'est là où il est allé chercher Adakolo, Tostao, des tas de gens, en disant, Adakolo ne jouait plus, il commençait à faire le tailleur, etc. Et là, on a monté une équipe. Mais cette équipe était ridicule. En face de Espoir, qui était l'équipe des stars, qui gagnait des matchs, il y avait Éclair, qui perdait tous les matchs, et on était ridicule. Mais il se trouve que quand on a commencé, c'est moi qui entraînais l'équipe. Et puisque Espoir se moquait de nous, c'est Doucet Abdourakim m'a donné le nom de Herbin. Herbin, c'était l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Oui. Donc il me Herbin, mais c'était une façon de nous moquer. Et la première année, Espoir, nous on s'est fait éliminer en Coupe de Mayotte très rapidement. Espoir est allé jusqu'en finale. Je crois que c'était contre Volcan. Espoir s'est fait battre par Volcan cette première année-là. La deuxième année, on a eu du renfort. C'était le fameux ralenti. À Volcan, il y avait un défenseur qui s'appelait Bruce Lee parce qu'il faisait des gestes incroyables. Qui venait de Madagascar. De Majunga, je crois. Et quand Ralenti est venu, ça a changé l'équipe. Parce qu'en même temps, Ralenti tenait la défense. Tostao s'est révélé être un très bon gardien de but. Et devant, on avait Adakolo qui n'arrivait pas à se révéler jusque-là parce que derrière, on ramassait beaucoup de buts. Mais quand il est venu, on n'en ramassait plus beaucoup de buts et lui, il arrivait à marquer. Alors, je précise quand même, très modestement, que personne ne veut le dire, mais Adakolo était un avant-centre, Ralenti était à l'arrière, c'était pratiquement un libéro, un stopper, et Tostao était gardien. Mais moi, j'étais un milieu de terrain, et je suis à peu près sûr que la plupart des bons ballons que j'envoyais à Adakolo pour aller marquer, c'était quand même moi. Voilà. Donc je termine juste sur cette question-là en disant, c'est parce que l'année suivante, l'équipe est montée et que Espoir Club de Mtsapéré s'est fait éliminer avant les quarts de finale et contre toute attente, au miracle. Éclair, l'équipe dont on se moquait, est arrivée en quart de finale contre Olympique. On a battu Olympique. Est arrivé en demi-finale contre l'AS Sada, qui était des équipes stars. On a battu l'AS Sada et on a joué encore la finale. Cette année, moi, j'ai joué cette finale. J'ai joué tous ces matchs-là. Et on est tombé contre Volcan qui nous a battus aussi. Et c'est là que les gens de Mtsapéré ont dit, OK, à partir de maintenant, Espoir est allé en finale. Espoir a été battu. Éclair est parti en finale. Éclair a été battu. On met les deux équipes ensemble. On forme une équipe. Et c'est vrai, je le reconnais, n'étant pas une star, je n'aurais pas fait partie de cette équipe. Mais quelques mois après, je suis parti à La Réunion pour mes études. Et je pense que mon aventure footballistique à Mayotte s'est arrêtée. Mais j'ai joué ailleurs. Voilà. Donc, vous avez fait vos études à La Réunion et puis vous êtes parti en métropole, en tout cas ailleurs. Et Mahmoud Azar, on l'a connu après, on l'a revu à la CIM. Moi, je me souviens, à Paris, j'ai vu Bakar Ali Boto et les autres, on dit, on va chercher le Mahorais qui va coiffer la CIM. Alors, c'était, vous imaginez un peu ce que ça représentait. Enfin, ça représentait quoi pour vous, justement? Venir à Mayotte, coiffer la CIM, la société immobilière de Mayotte. Ben, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que moi, pendant mes études, j'ai jamais bénéficié d'une aide de Mayotte. De bourse? De bourse, jamais. Et c'était en fait un représailles à l'idée que jusqu'à ma promotion, personne n'était aidé. Et c'est moi qui ai monté un mouvement ici pour contraindre le conseil départemental, le conseil général de l'époque, à aider les étudiants, parce que l'idée était d'arrêter les étudiants après le bac et leur dire de faire autre chose. Donc, ayant mis en place ce mouvement pour imposer qu'on donne des billets aux Mahorais pour aller faire des études et qu'on donne aussi une bourse complémentaire, j'étais à l'origine de ça. Moi, j'avais eu le bac une année avant et j'étais avec 11 personnes qui avaient eu le bac cette année-là. Il y avait Abdoulatif Wali, il y avait Touahir Youssoufa, etc. Et au bout du mouvement, on était 12. On a donné la bourse et le complément de bourse, le billet d'avion et le complément de bourse aux 11. Et moi, on m'a dit, non, mais on ne donne qu'à partir des gens qui ont eu le bac cette année, donc vous n'aurez pas. Heureusement que j'avais prévu le coup, effectivement, j'étais parti. Donc, en partant, je n'avais pas du tout l'idée que, au fond, je vais à Mayotte pour quoi faire. Et tout de suite, j'ai envisagé déjà de faire des choses ailleurs. Et finalement, je suis resté très longtemps. Je pense qu'avec des échecs et des réussites, j'ai fait quand même une carrière plutôt, enfin, en tout cas, qui me rend assez fier. J'ai fait quand même plein de choses. On peut revenir dessus si on a le temps. Mais l'histoire de la CIM est une histoire incroyable. Parce que
j'étais parti en me disant, désormais, je vais faire consultant à la City de Londres. La City de Londres, pour savoir, c'est la première place financière au monde. Après, c'est Wall Street. Après, vous avez Tokyo, etc. Vous étiez banquier là-bas? Oui, je travaillais comme consultant dans la City de Londres. Et donc, consultant là-bas, c'est des trucs, je crois qu'il y avait au moins 10 000 personnes qui faisaient ce boulot sur la place, de toute nationalité, etc. C'est un monde extraordinaire. Et vous pouvez travailler 3 mois, 4 mois, vous pouvez travailler 6 mois, vous pouvez travailler 1 an, vous pouvez décider de vous arrêter 2 mois, 3 mois, et puis reprendre un job ailleurs. Mais en tant que consultant, vous arrivez quand même à gagner allez, un peu d'argent quand même. Et un jour, passant à Paris, enfin non, j'étais à Londres, je regarde la télé comme ça, je vois Bakary Boto, que je connaissais quand on était à la maison de Mayotte à Métropole, qui était en train de dire que la CIM va très très mal, qu'il est très mal en point, que peut-être il faut, on ne sait pas, mais eux, les actionnaires parisiens veulent que ça soit liquidé, eux, ils aimeraient bien que le truc reste, etc. Alors j'ai suivi une formation, mais moi je savais à peine où se trouvait la CIM. Je suis parti quand même assez jeune, à peu près à 18 ans de Mayotte, et je n'avais même pas les moyens de revenir. Et donc, de retour à Paris, j'apprends que Bakary Boto est là, je l'appelle à la maison, et puis je lui ai dit, je t'ai vu à la télé, tu parlais d'un truc là, tu parlais de quoi? Et Bakary Boto m'explique la situation. Mais moi, dans ma tête, ma vie, je la passe à la City de Londres, où j'avais plein d'amis de diverses nationalités. J'adore Londres, je trouve cette ville magnifique par son cosmopolitisme. Moi, les gens qui me traitent de raciste me font marrer parce que j'ai des amis pratiquement de toutes nationalités. Et c'est là où je me sens le plus heureux quand je suis dans une diversité. J'aime pas les trucs fermés, coincés, etc. Et quand j'ai discuté avec Bakary Boto, j'ai dit, mais c'est étrange. Il me dit, mais tous les spécialistes qui sont venus, on dit qu'il n'y a rien à faire, donc on est un peu coincé, là on cherche un directeur, on ne sait pas si on va trouver, etc. Personne ne veut venir, parce que la chance de sauver cette société est minime. Il y avait eu un rapport de l'inspection générale des finances qui avait fait un constat qui était très alarmant, le rapport existe encore. Et je lui ai dit simplement, passe-moi ces documents, je vois, je ne comprends pas. Effectivement, il est revenu ici, il m'a envoyé les documents. Quand j'ai eu un peu de temps, j'ai commencé à étudier le document, puis je lui ai dit, mais trouvez quelqu'un, parce que si vous trouvez quelqu'un d'assez bon, il peut redresser cette société. Il dit, mais on le trouve où? Je dis, mais essayez de trouver. Et un jour, il me dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas, toi? Je dis, moi? Mais non, mais pourquoi tu ne viendrais pas? Tu m'aurais quand même. Et c'est là où je lui ai dit, écoute, puisque je vais terminer ce que je fais là, parce que je suis consultant, je n'ai pas un contrat pour devoir être là tous les jours, je peux arrêter un moment, venir à Mayotte, regarder si je peux faire quelque chose, puis ça ne marche pas, de toute façon, je reviens ici. Et j'ai dit à tous mes amis qui étaient étonnés, tu vas où? Mayotte? C'est où ça? Puis tu veux y faire quoi? Oui. Tu es bien ici? Non, j'y vais. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé à la CIM, en me disant que si quelqu'un s'y met, il y a une chance que ça marche, mais qu'au fond, si ça ne marche pas, je retourne à Londres reprendre mes affaires. Donc c'était pas un truc recherché, prémédité, etc. C'est une façon de dire, tiens, je vais abandonner ça, je vais voir si j'y arrive. Alors, Mahmoud Azhar, vous avez fait donc vos études et vos expériences dans une place comme Londres. Pourtant, on a tendance à dire que les Mahorais n'arrivent pas à réussir, n'arrivent pas à aller loin. C'est pas une fatalité. Non, vous savez, il y a beaucoup de jeunes Mahorais qui sont à l'extérieur, qui occupent des postes intéressants aujourd'hui. À Mayotte, on dirait qu'on ne le sait même pas. Il y a des compétences, c'est ça. Oui. Mais regardez, moi je suis arrivé à la CIM. Quand je suis arrivé à la CIM, il y avait 0 cadre mahorais. 0. Quand je dis 0, pas un. Pas un seul cadre mahorais. Et beaucoup de Mahorais me disaient, de toute façon, si on ne peut pas compter sur les Mahorais, ils sont négligents, ils ne bossent pas bien, ils te font perdre ton temps. Je suis arrivé, j'ai trouvé que quelques métropolitains qui étaient là n'avaient pas du tout le niveau. Mais un métropolitain, par définition, il est bon. Mais il n'avait pas le niveau. Donc, par exemple, le directeur... Peut-être par rapport à vous. Je n'en sais rien, mais il n'avait pas le niveau. Donc, par exemple, le directeur financier qui était là, je me suis débarrassé rapidement de lui. Parce que je lui ai demandé de faire des tableaux d'amortissement pour un directeur financier, il n'y arrivait pas. Mais Mahmoud Azhar, on disait, là, parce qu'on se souvient tous de cette époque-là, il est en train de faire de la politique. Il veut montrer coûte que coûte, imposer des Mahorais, vous savez, c'est la mer, etc. Et vous comprenez, parce que vous l'avez vécu.
Si. Mais à un moment donné, il y a eu même un rapport qui est parti à Paris disant que je suis raciste. C'est très marrant parce que je n'ai sorti que ceux qui n'avaient pas un bon niveau. Mais de Paris, on m'avait dit, dès que vous allez à Mayotte, vous virez Liétard. Vous virez Liétard. Je l'ai dit, Vincent Liétard, on m'a dit, dès que vous arrivez là-bas, vous le virez. Parce qu'il figurait en bonne place dans les rapports de l'inspection générale des finances comme étant un des éléments qui ont amené la CIM à la faillite. Quand j'ai discuté avec Vincent Liétard, je me suis rendu compte d'une chose. D'abord, il avait vécu plus de temps à Mayotte que moi. Donc déjà, je le considérais comme étant plus mahorais que moi. La deuxième chose, c'est que j'avais vraiment dans l'idée qu'il aimait vraiment Mayotte. Et j'ai tenu tête à l'État, au ministère des Finances, qui est quand même quelque chose de puissant à Paris. Les gens du ministère des Finances voulaient absolument que je le vire. Et j'ai tenu tête parce que je me disais, il a vécu plus longtemps à Mayotte, il aime Mayotte, et il aime Mayotte autant que moi, je l'ai protégé. Pourtant, il est métropolitain. Je ne l'ai pas viré, parce que je le considère comme compétent et aimant Mayotte. Mais les autres qui étaient là et qui ne foutaient rien, effectivement, je les ai virés. Et puis, je me suis dit, bon Dieu, on est à Mayotte, il faut qu'il y ait des cadres mahorais. Et j'ai cherché à mettre des cadres mahorais. Et dans les recrutements que j'ai faits, il suffit d'aller voir la liste, il y a eu des mahorais, il y a eu des gens que j'ai recrutés de métropole. Donc, mais c'est normal qu'à Mayotte, il y ait une même proportion, la proportion qui se trouve dans la population se retrouve dans la proportion des cadres qui soient dans les bureaux. Au fond, c'est pas... Cette histoire de cadres mahorais, etc., c'est un peu la conséquence de l'éducation ici à Mayotte. Vous nous avez dit que quand vous êtes parti de Mayotte, vous étiez 11 de Msapéré à avoir été reçus au bac. Pas de Msapéré, de Mayotte. De Mayotte. Donc, 1 sur 11 est revenu directeur. Quel est le rapport en ce moment, d'après vous? Il y a combien de directeurs mahorais qui sont... Est-ce que vous suivez un peu l'évolution des jeunes mahorais dans nos grosses sociétés? Non, je suis ça. Mais il faut voir une chose. La société immobilière de Mayotte a toujours été considérée comme un instrument de l'État à Mayotte. Les administrateurs qui étaient là, même quand le président était mahorais, etc., l'État a toujours considéré que c'était son outil et qu'il lui faisait ce qu'il voulait. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a toujours considéré que les niveaux qu'il fallait pour diriger une société comme celle-là, à Mayotte, il n'y en avait pas. Et ce n'est pas complètement faux. La plupart des directeurs des sociétés d'économistes partout ailleurs sont des gens qui viennent au moins des grandes écoles de commerce Donc c'était normal. Ou d'ingénieurs. Et mon prédécesseur, Bertrand Rousseau, celui que j'ai trouvé là en arrivant, était un ex-pont. C'était un ingénieur il était diplômé de l'école polytechnique, qui est considérée aujourd'hui comme la plus grande école scientifique en France, et ingénieur des ponts et chaussées. Donc c'était lui mon prédécesseur. D'ailleurs, c'est lui, contrairement parfois à ce que raconte Bakary Boto, qui a imposé l'idée aux actionnaires parisiens en leur disant, notre seule chance, parce que lui, on lui a dit de diriger la CIM, il a refusé en se disant, il ne se sentait pas capable de réussir. Bien que c'est lui qui avait commencé à faire le fameux plan de redressement, il a dit, moi, je ne pourrais pas. Et il a persuadé les autres en disant, j'ai beaucoup discuté avec Mahmoud Aziari, c'est notre dernière chance, parce qu'il connaît la mentalité française, il a les méthodes de travail françaises, il a fréquenté des entreprises américaines et d'autres européennes, il a cette mentalité-là, il a la culture mahoraise, il saura parler aux Mahorais, etc. Et face à cette situation qui est dramatique, c'est notre dernière chance. Si lui, il échoue, on liquide. Mais notre dernière chance, c'est lui. OK? Et pourtant, c'est un gars qui était ex-pont, polytechnique, ponts et chaussées. Donc, c'est quand même un gars de chez eux, de chez ces experts là-bas, qui a d'abord dit, lui, il n'y arrivera pas. La deuxième chose, c'est que Bakary Boto me l'a raconté, il peut le démentir ou pas, mais certains qui ont vu mon CV ont dit, mais s'il a un CV comme ça, est-ce qu'il restera à Mayotte? Peut-être qu'il ne voudra pas rester, puisqu'avec ça, il peut faire sa carrière ailleurs. Et Bakary m'a raconté qu'il lui a dit, non, je le connais, effectivement, vous connaissez bien, je le connais, il aime Mayotte, et s'il faut se sacrifier pour rester, il restera. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Alors, on vous a vu aussi, bien sûr, votre histoire avec la CIM, la séparation, on l'a bien sûr suivi. Mais après, on vous a vu avec des manifestants. Moi, je me souviens,
une rencontre quand il y a eu les gros barrages, quand il y a eu Madame la ministre qui est arrivée dans une délégation qui allait à la Case Rocher. Je vous ai vu dans la délégation. Je me suis dit, alors, il est là en tant que collectif, en tant que, etc. Ou bien ils ont pris un expert. Dans ce genre de manifestation, vous y faites quoi? Revenons un peu en arrière. Moi, j'étais directeur général de la CIM et j'avais déjà plein de problèmes. Mes problèmes ont commencé d'abord en 2007. Je suis arrivé en 2005. En 2007, tout le monde a vu que la CIM allait s'en sortir. Et il y avait des rapports, notamment un rapport de l'AFD disant la CIM est en très bonne voie, elle va s'en sortir. Un premier courrier, je pense que je l'ai gardé, disant la CIM n'est plus de nature à faire fuir les bons candidats, il est temps de trouver un candidat. Soi-disant, le Mahorais, il faut qu'on le sorte de là. Je dis bien ça. Parce que déjà, je montrais que je n'allais pas être obéissant et que toute ma stratégie était de dire je vais construire un outil puissant pour le développement de Mayotte. Or, ce n'était pas la vision de Paris. Déjà, ces gens-là m'en voulaient. En 2008, arrive un préfet ici, Denis Robin, et le patronat mahorais, à la tête duquel il y avait Serge Castel. Ils ont fait tout un lobby chez ce préfet pour qu'on me vire de la CIM. Ça, c'est 2008. Une des personnes qui ont refusé ça, c'était Ahmed Atoumani Douchna, quand il était au département, au président du département. Mais tout était déjà en place pour me virer. Ça, c'était quand même 2008. Il reste 4 minutes. Hein, ok, parti très vite. Ça fait longtemps. Et on arrive en 2011, et là, je vais aider les grévistes en disant cette cause-là est juste. Je vais aider les grévistes, l'intersyndicale, mais en faisant quoi? En analysant le fameux rapport de l'expert, en démontrant que l'expert, son rapport n'était pas objectif, il penchait vers les grandes sociétés. Et là, c'est là où j'ai vu que l'État était en complète collision avec les grands groupes ici, et ils m'en ont voulu. Le préfet qui était ici, qui était Thomas de Gauss, m'en a énormément voulu parce que j'ai aidé l'intersyndicale à comprendre où était l'arnaque. Et depuis ce jour-là, ils ont considéré que j'étais un ennemi pour les grands intérêts de ces grands groupes ici et qu'il fallait me virer. Et c'est comme ça que Denis de Gauss a été le principal artisan pour me virer plus tard et a demandé l'aide de certains élus ici pour le faire. Et c'est là que vous avez écrit Mayotte en souffrance. Souffrance, il faut le lire. Mensonge et manipulation d'État au service des intérêts des amis de l'entre-soi. Là, vous y allez tout droit. Mahmoud Aziar, beaucoup de personnes me disent il a gâché ses chances, Mayotte comptait sur lui, etc., etc. Vous ne regrettez pas? Non, je ne regrette pas parce que je sais que ce que je fais est juste. Ça, je le sais que ce que je fais est juste. Et je prie le ciel que d'autres personnes fassent comme moi. Moi, je dis tout le temps, il faut des cadres ici qui tendent vers l'excellence et qui soient honnêtes et arrêtent d'avoir peur. Et cette excellence, c'est le mot arabe ihsan, qui vient de Hassan à ihsan. Et cette excellence, et l'absence de peur et l'honnêteté, va nous permettre d'avoir des cadres qui aimeront Mayotte et qui se sacrifieront pour Mayotte. Il faut des politiques qui ont... J'ai comme l'impression que vous êtes en train de nous parler d'espèces de kamikazes éclairés. Oui, c'est ça. Mais il y a des politiques qui doivent avoir le concept de iman, c'est-à-dire une foi qui fait qu'ils aiment leur peuple et Mayotte. Et ceux-là ne seront pas corrompus, ne seront pas malhonnêtes. Et quand on leur dira « allez tuer votre frère » qui constitue l'élite de ce pays, ils ne vont pas le faire. Okay? Et après, il faut une population qui arrête de se faire acheter pour 5 € pour aller se vendre à une voix quand cette voix-là ne contribuera pas à faire avancer Mayotte. Moi, avec ce livre, je contribue, je pense, à faire prendre conscience de ce truc-là. Aujourd'hui, je suis très, très fier. J'ai reçu beaucoup de coups, des foudres se sont abattus sur moi. Il y a des moments que j'ai vécus qui sont très, très durs, mais la conscience que je vois poindre aujourd'hui chez les gens me dit non, tu n'es pas sur la mauvaise voie, tu es sur la bonne voie. Une dernière question. Dans quelques mois, des élections municipales ici à Mayotte, est-ce que vous avez été approché pour participer à une liste? Ou bien est-ce que vous allez constituer une liste? Ou bien la politique, celle-là en tout cas ne vous intéresse pas? Il y a des gens qui viennent me voir. D'abord, ils savent tous qu'en politique s'exclut, je ne ferai pas. Aujourd'hui, je suis engagé avec ma société dans l'idée de faire naître, de faire émerger
des patrons mahorais puissants. Et je sais que j'y arriverai. Il y a les compétences. Non, les compétences, on les fait naître. Il faut la volonté. Il y a des gens qui ont la volonté. Et l'argent, c'est celle de banque. Et l'argent, c'est ici. Finance and the Good Society. C'est là. C'est là. C'est les gens qui expliquent comment même les petits peuvent accéder à la finance. Et c'est ça que je vais utiliser ici pour faire en sorte que les petits accèdent à la finance et qu'on arrête de voir des Mahorais et un plafond de verre pour ne plus avancer. Les Mahorais sont toujours en bas, d'autres viennent et au bout d'un an, 2 ans, ils sont en haut. Donc, moi, la politique politicienne, ça ne m'intéresse pas du tout. Mon idée, c'est d'aider des gens à créer de la valeur, à devenir des gens importants dans l'économie. Parce qu'ici, on dirait que la politique, c'est pour les Mahorais, l'économie, c'est pour les autres. Mais les gens qui viennent me voir, je dis, je discuterai avec toi. Si tu me promets que tu seras honnête, que tu ne vas pas te vendre, que tu ne vas pas te faire acheter, que tu essaieras de mettre de l'ingénierie mahoraise dans ta collectivité et que, à la limite, on discutera des projets d'aménagement, de construction qui participent au développement de Mayotte, mais pas au développement de ta poche. Merci beaucoup, M. Mahmoud Aziar, d'être venu, vous allez dire, se présenter aux Mahorais ou se représenter aux Mahorais. Merci beaucoup. Merci, Ali. Naronale.